Alors, aujourd'hui, un sujet qui m'enchante, Tahiti. Tahiti comme lieu de vie. Donc, pour moi, Tahiti, ça a été mon lieu de vie de 1984 à 1988 pendant 4 ans. Je venais d'Amérique, d'Arizona, et ça a été un gros changement entre la vie du désert en Arizona, la vie américaine, et la vie de Tahiti sur une île au milieu du Pacifique. Alors, pour commencer, parlons un peu de Tahiti au niveau géographique. Alors d'abord, au niveau astrologique, pour moi, c'est un endroit très important parce que moi qui suis né au milieu de la nuit, vers 22h45 en Suisse, à Genève, quand je suis à Tahiti, le soleil, au lieu d'être caché dans la nuit, il est au zénith. C'est-à-dire que c'est un endroit qui, pour moi, est très lumineux. Et moi qui aime bien la lumière, qui suis un peintre, donc c'est très important d'être dans un endroit où il y a une belle lumière, où il y a une lumière vive, ce qui était le cas pour moi à Tahiti. C'est pour ça que ces années à Tahiti, c'était des années heureuses, lumineuses, où j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup peint, j'ai beaucoup fait de choses intéressantes, et où j'ai été un enfant très heureux avec les petits problèmes de la vie qu'on rencontre partout. Alors Tahiti, c'est donc la Polynésie française. La Polynésie française, ce sont plusieurs archipels au milieu du Pacifique. C'est grand à peu près comme l'ensemble de l'Europe. Alors il y a les Marquises, il y a les Tuamotu qui sont des atolls, il y a les îles australes dans le sud, et il y a les îles de la Société dont fait partie Tahiti. Donc il y a plusieurs îles. Ces îles, ce sont des anciens volcans qui étaient sortis de la mer. Et donc à Tahiti, par exemple, il y a des montagnes de plus de 2000 mètres d'altitude qui sont des anciens volcans, maintenant qui sont plus en activité. Et alors ces îles, par exemple l'île de Tahiti, elle fait 60 km de long. Et en plus de ça, il y a une presqu'île, une petite partie de la presqu'île. C'est un endroit où j'allais souvent avec des amis faire des excursions à cheval. On galopait là sur la presqu'île. C'était super. J'ai de très bons souvenirs de mes galops. Mon cheval s'appelait Chocolat. Voilà, alors la presqu'île, l'île, elle fait 60 km de long. Et il y a une route qui s'appelle la route de ceinture qui fait le tour de l'île. Toute la population se trouve sur le tour de l'île et le milieu, donc c'est sauvage, il y a des forêts, c'est souvent difficilement accessible. Mais enfin, on peut par exemple faire l'ascension. Moi j'ai fait une fois l'ascension d'une des plus grandes montagnes de Tahiti. C'est une belle ascension qui prend toute la journée. C'est super, depuis en haut on a une vue magnifique. Et alors ces îles comme Tahiti sont des îles qui sont entourées en partie de récifs. Et donc entre le récif et la côte, il y a ces fameux lagons aux couleurs turquoises qu'on voit sur les photos de Tahiti. Donc ça, c'est le côté un peu géographique d'une façon générale. Maintenant, donc au niveau de la géologie, donc c'est des roches volcaniques. C'est souvent des roches noires. Par exemple, la plupart des plages, c'est des plages de sable noir. Il y a une ou deux plages de sable blanc, mais autrement, c'est des sables noirs. Dans les eaux de Tahiti, on trouve des perles noires. Enfin, il y a beaucoup de choses. Les roches sont noires aussi. Ces roches volcaniques, elles n'ont pas beaucoup de minéraux. Donc, c'est pauvre en minéraux. Donc, quand on cultive des légumes, par exemple à Tahiti, ces légumes n'ont pas beaucoup de minéraux. Et il y a beaucoup de personnes qui font des carences de minéraux et qui doivent se faire soigner parce qu'il n'y a pas assez de minéraux. Il n'y a pas beaucoup de minéraux dans la mer non plus, donc les poissons, les fruits de mer aussi, il manque, il n'y a pas d'iode et tout ça, donc c'est aussi, on peut aussi avoir des carences. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les manger, mais de temps en temps, il faut manger des légumes ou des poissons qui viennent, par exemple, de Nouvelle-Zélande pour se recharger en minéraux, ou bien alors prendre des pastilles de minéraux. Voilà, alors après, ce qu'on peut regarder, c'est le climat. Donc c'est un climat chaud, un climat tropical. Il y a une saison des pluies et une saison sèche, un peu comme
en Thaïlande. Je crois que donc la saison, l'hiver, c'est la saison sèche et l'été, c'est la saison des pluies. Mais évidemment, l'été et l'hiver, comme c'est l'hémisphère sud, c'est le contraire de l'été et l'hiver ici. En tout cas, il y a une des saisons sèches où il fait souvent beau temps, il y a du soleil, bon, il y a un peu des nuages. Par contre, la saison des pluies, c'est une saison beaucoup plus pluvieuse que la saison des pluies ici dans le nord de la Thaïlande. C'est-à-dire que souvent, je me rappelle que pendant 2 semaines, 3 semaines, il pleut sans arrêt. Et les nuages sont tellement épais qu'il fait très sombre et que même au milieu de la journée, il faut mettre la lumière électrique pour y voir clair. Et alors ce qui se passe quand il pleut beaucoup comme ça, c'est qu'il y a de la terre, de la boue qui descend et les capteurs d'eau pour l'eau du robinet, ils sont bouchés et en fait il n'y a plus d'eau pendant ces périodes. Alors ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on prend des casseroles et des bassines qu'on met dehors dans le pré, en dehors de la maison, et une demi-heure après, il pleut tellement fort qu'une demi-heure après, toutes ces bassines sont déjà pleines. Donc ainsi, on a quand même toujours de l'eau en prenant l'eau de pluie. Alors, une chose qu'on peut regarder, c'est les populations qui peuplent Tahiti, les îles. Donc, les populations d'origine, ce sont des Polynésiens. Maintenant, il en reste encore, mais ce n'est pas la majorité. La majorité de la population à Tahiti, c'est ce qu'on appelle des demi, c'est-à-dire c'est des métis entre des Français ou des Européens et des Tahitiens. Ça, c'est la majorité de la population et c'est les personnes qui travaillent surtout dans l'administration, le gouvernement aussi, c'est des demi. Bon, après, il y a les Tahitiens qui vivent souvent encore un peu comme ils vivaient avant que ces îles soient découvertes par les Européens. C'est-à-dire qu'il y avait une vie assez facile parce qu'en fait, il y a une chose qu'ils ne connaissaient pas avant l'arrivée des Blancs, c'est le travail. Donc on ne travaillait pas et c'est les Blancs, quand ils sont venus, qui ont apporté le travail et qui ont apporté aussi le christianisme. Parce qu'avant, ces populations avaient des religions un peu animistes, je pense, où il y a encore des temples en pierre dans la forêt, il y a des grandes statues en pierre aussi, donc c'est des religions assez particulières qui n'ont pas complètement disparu. Et il semble qu'à cette époque-là, il y avait aussi des pouvoirs surnaturaux qui ont un peu disparu maintenant. Par exemple, ils pouvaient transporter ces grandes statues en pierre, il y avait des moyens de lévitation, il y avait des choses, il y avait aussi des tas de méthodes de guérison et de choses comme ça qui se sont un petit peu perdues. Mais les Tahitiens actuellement vivent souvent encore un peu comme vivaient leurs ancêtres, dans des petites huttes dans la forêt, et ils vivent en cueillant des fruits, parce qu'il y a beaucoup de fruits exotiques, de fruits, et en allant à la pêche. Voilà, ça, ce sont leurs principales activités. Et il y a parmi ces Tahitiens tout un mouvement séparatiste qui peut par moments devenir assez agressif. Alors, à part ça, il y a donc les Blancs, les Français. Il y a beaucoup donc il y a des gens comme moi qui viennent habiter Tahiti parce qu'ils pensent que c'est un endroit sympa pour habiter, qui est en effet ce qui est le cas, c'est un endroit très agréable. Et il y a aussi des fonctionnaires comme des enseignants, par exemple, qui ont des contrats de 2 ou 3 ans et qui sont très bien payés parce que la vie est plus chère à Tahiti qu'en Europe. Et puis, ils ont en plus une maison de fonction, une voiture de fonction, on leur paye chaque année un voyage pour aller en France. Enfin voilà, il y a beaucoup d'enseignants qui viennent faire des petits séjours comme ça à Tahiti. Et alors après, il y a encore une autre population qui est assez importante aussi, ce sont les Chinois. Il y a beaucoup de Chinois. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des Chinois? Eh bien, c'est parce qu'à l'époque de la guerre de sécession, donc dans le sud des États-Unis, les cultures de coton ont été ravagées par la guerre, et donc il y a eu des pénuries de coton, et à ce moment-là, il y a des hommes d'affaires américains qui sont venus à Tahiti et qui ont planté du coton à Tahiti. Et pour travailler sur les plantations de coton, ils ont fait venir des esclaves chinois, des bateaux entiers d'esclaves chinois qui ont travaillé dans ces cultures de coton. Et puis, quelques années après, la guerre de sécession s'est terminée, donc on a abandonné les cultures de coton et on a abandonné aussi les Chinois.
qui eux se sont bien débrouillés parce que les Chinois, ce sont des gens travailleurs et en plus sont des gens qui ont le sens des affaires. Alors ils ont commencé à monter des petits commerces et petit à petit, ils se sont saisis de tout le commerce de ces îles parce qu'en fait les Tahitiens, ils n'ont pas tellement envie de travailler et de faire des commerces, les demi qui sont à moitié tahitiens non plus. Donc toutes les entreprises, les commerces, par exemple toutes les épiceries appartiennent à des Chinois et quand on dit ah, je vais aller acheter quelque chose à l'épicerie, on dit je vais aller acheter quelque chose chez le Chinois. Et ils sont aussi appropriés toutes les grosses affaires de l'île et toutes les grosses affaires de la Polynésie appartiennent à des Chinois et maintenant il y a des familles chinoises sont les familles les plus riches de Tahiti. Donc voilà ces différentes cultures, donc voilà dans le contexte dans lequel je suis venu m'installer. Alors pour la vie à Tahiti, donc on peut louer des maisons. Alors quand on arrive et qu'on débarque un petit peu, qu'on est nouveau comme moi, disons, qu'on est touriste et qu'on a envie de louer une maison, bien sûr on cherche une maison au bord de la mer. Ça semble logique, c'est ce que j'ai fait, j'ai cherché une maison au bord de la mer. En fait c'est une erreur et les personnes qui sont depuis longtemps à Tahiti n'habitent pratiquement jamais au bord de la mer parce qu'au bord de la mer c'est beaucoup trop humide. Alors l'humidité bien sûr est très forte et par exemple quand on a une maison au bord de la mer, tous les habits, surtout pendant la saison des pluies, moisissent dans les placards et on est obligé de faire ce qu'on appelle la tropicalisation, c'est-à-dire de mettre des petites résistances électriques, des petits chauffages à l'intérieur des armoires pour que les habits ne moisissent pas et pour que les habits, les draps, tout ça ne soient pas humides quand on les sort de l'armoire. C'est aussi utile pour certains instruments de musique comme les pianos par exemple, il faut aussi les tropicaliser, mettre une petite résistance électrique à l'intérieur pour pas qu'ils soient abîmés par l'humidité. Alors maintenant, autour de l'île, il y a certains côtés où il y a ces fameux lagons, ces beaux lagons, et il y a d'autres côtés où il n'y a pas de lagons. Et moi, là où je suis allé habiter au début de mon séjour, où j'ai vécu quelques mois, c'était justement une maison du côté où il n'y a pas de lagon, c'est-à-dire qu'il y avait une plage de sable noir, et puis il y avait les grosses vagues qui venaient se déferler juste au pied de la maison, sur ces plages. Et alors ce qu'il y a de très curieux dans ces plages à cet endroit-là, c'est qu'elles sont couvertes de gros cailloux, des gros cailloux ronds qui font à peu près 20-30 cm de diamètre et il y a des amoncellements sur la plage. Mais alors ce qu'il y avait de très curieux, qui m'a beaucoup surpris, c'est que certains jours, tous les cailloux ont disparu et à ce moment-là, il y a du sable noir pendant 1 ou 2 jours et après les cailloux reviennent. Donc il y a des phénomènes géologiques un peu particuliers qui font venir ou disparaître ces gros cailloux. Ou peut-être ce sont encore certains dieux polynésiens qui jouent avec les cailloux. Voilà, donc après j'ai déménagé et je suis allé ce qu'on appelle dans la montagne, parce que à Tahiti, donc, il y a cette route de ceinture autour de l'île et il y a ce qu'on appelle le côté mer et le côté montagne. Le côté mer, c'est entre la route et la mer. Le côté montagne, c'est donc de l'autre côté, du côté de la montagne, parce que la montagne, souvent, elle monte assez rapidement après la route. Et alors, il y a des petites routes qui montent, et puis on va un petit peu sur la hauteur, où il fait moins humide, mais il faut quand même mettre des petites résistantes dans les armoires. Voilà, mais par contre, de là-haut, on a aussi une belle vue sur les lagons, sur la mer, enfin. Et donc, c'est plus agréable que de vivre au bord de la mer. Alors, paradis, c'est connu pour être une sorte de paradis. Tahiti, on pense que c'est un paradis. Et en fait, dans un certain sens, oui, c'est vraiment un paradis. Il y a d'abord une chose qui est très importante, c'est la beauté. La beauté des paysages, la beauté des plantes, la beauté des fleurs, la beauté des lagons, et aussi la beauté des Tahitiennes qui dansent avec des petites jupes en feuilles et puis avec les seins à l'air et des colliers de fleurs autour du cou. Donc ça c'est le côté beauté, donc c'est vrai que c'est un pays très beau. Alors pour un artiste comme moi, de vivre toujours entouré de beauté, c'est quelque chose bien sûr
qui est très agréable et dont je me suis jamais lassé. Et chaque fois qu'on se promène ou qu'on fait le tour de l'île en voiture, on voit cette beauté, ces paysages. Moi, j'étais particulièrement sensible aux couchers de soleil qui sont magnifiques, les couchers de soleil sur l'île sœur de Moorea, par exemple, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Enfin, c'est magnifique. Voilà. Alors, est-ce vraiment un paradis, comme on le dit? Là, ça peut être un peu discutable parce que certaines personnes pensent qui se trouvent en Europe et qui ont beaucoup de problèmes dans leur vie se disent « Ah ben, il faut que je parte vivre à Tahiti, là-bas ça ira bien, c'est le paradis, tout sera bien. » Mais en fait, c'est pas si simple que ça parce que quand on a des problèmes, ces problèmes on les emporte avec soi et quand on arrive à Tahiti, on a ces problèmes avec soi et ça va pas forcément mieux. En plus, Tahiti, c'est un climat qui est quand même assez dur à supporter. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé qui supportent mal le climat de Tahiti. Il y a des qui peuvent justement avoir des carences de vitamines, de minéraux et tout ça. Donc ça ne veut pas dire que les gens qui s'installent à Tahiti s'y sentent forcément bien. Il y en a qui restent quelques mois et puis qui repartent. Enfin moi, je dois dire que je n'ai pas eu de problème et je me sentais bien là-bas. Et ce n'est pas à cause du climat ou du manque de minéraux que je suis reparti de Tahiti. Enfin, ça, c'est un autre problème. Alors, pour moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'était un lieu de vie agréable? Qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais à Tahiti? Alors, la première chose que j'ai fait, c'est de la peinture. J'ai fait beaucoup de peinture, j'ai beaucoup peint. C'était l'époque où j'étais encore dans la peinture figurative, mais cette peinture figurative s'est un peu transformée. J'ai commencé à peindre des symboles aussi, différentes sortes de symboles, des lettres, des idéogrammes. Voilà, ma peinture a un petit peu évolué quand même à cette époque. Et alors donc j'étais devenu ce qu'on appelle un peintre tahitien. Et les peintres tahitiens, ça marche très bien pour eux parce que c'est un pays où on vend très bien ses tableaux. D'abord parce qu'il y a des bonnes galeries et en fait parce que les gens achètent des tableaux, surtout les gens qui habitent à Tahiti. Peut-être parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent dont ils ne savent pas forcément que faire, donc ils ont de l'argent pour acheter des tableaux. Et peut-être qu'ils disent mais pourquoi est-ce qu'un de ces peintres tahitiens ne serait pas un nouveau Gauguin, donc ça vaut la peine d'investir dans les tableaux. Donc moi je faisais des expositions tous les ans, je vendais pratiquement tous les tableaux que je faisais, donc c'était une période faste pour ma peinture, ce qui me stimulait aussi pour peindre davantage. Deuxième activité que j'ai commencé quand j'étais à Tahiti, c'est l'écriture. C'est là que j'ai commencé à écrire un journal. Tout de suite, quand je suis arrivé à Tahiti, j'ai commencé à me mettre le soir sur la plage avec des cahiers d'écolier et j'écrivais toutes mes expériences que j'avais vues, ce que j'avais fait dans la journée. C'était le début de mon journal qui a continué depuis 1984. Et depuis, donc, j'ai écrit des milliers de pages de ce journal et ça a été un petit peu le début de ma carrière d'écrivain, si on peut l'appeler, qui s'est un petit peu complété ma carrière de peintre. Donc ça a été mes deux principales activités. Une autre chose que j'ai faite à cette époque-là, c'est que j'ai commencé à étudier le chinois. J'avais toujours été attiré, intéressé par la culture chinoise et ce qui m'intéressait surtout, c'était l'écriture chinoise, les idéogrammes. Et donc j'avais trouvé des petits livres pour apprendre l'écriture chinoise, donc je faisais tous les matins 1 heure ou 2 de chinois, j'apprenais le chinois, j'apprenais des mots en chinois. Donc c'était surtout pour la calligraphie, j'ai commencé aussi à faire de la calligraphie, à mettre des idéogrammes chinois dans mes peintures. Et à cette époque, j'ai aussi fait 2 séjours, pendant que j'étais à Tahiti, 2 séjours en Asie pour apprendre la calligraphie, un à Séoul en Corée, où j'ai fait pendant 3 mois une école de calligraphie, et un autre à Taïwan, où j'ai fait aussi une école de calligraphie et de peinture chinoise. En plus, j'avais un ami chinois qui était aussi un peintre et un calligraphe, qui me donnait aussi des cours de calligraphie, et j'avais une chinoise qui me donnait des cours de conversation pour parler chinois, mais là, je n'y suis jamais vraiment bien arrivé. De même que malgré toutes les années que j'ai passées en Thaïlande, je n'arrive pas vraiment à parler le thaï. Peut-être parce que je suis plus un visuel qu'un auditif. Et le chinois comme le thaï sont des langues à ton
où le ton dans lequel on prononce le même mot a des sons différents. Donc si on n'entend pas bien la différence des tons, on a de la difficulté à parler cette langue. Et quand on essaye de la parler, les gens ne comprennent pas du tout ce qu'on dit parce qu'on ne prononce pas les mots sur le bon ton. Donc voilà, ça a été mes études chinois, calligraphie chinoise. Et alors l'autre activité importante que j'ai commencé à développer quand j'étais à Tahiti, c'est la spiritualité. J'avais commencé à m'y intéresser à la fin de mon séjour en Arizona. J'avais acheté quelques livres sur la méditation, sur le bouddhisme. Et quand je suis arrivé à Tahiti, je me suis tout de suite inscrit à un cours de yoga. Et je prenais 3 cours de yoga par semaine. Et j'ai commencé à étudier la méditation zen aussi. Et j'allais le matin à 6 heures faire de la méditation zen avec notre professeur, Madame Poinceau. Parce qu'il faut vous dire qu'à Tahiti, la vie commence très tôt le matin. Le marché aussi, il commence vers 4-5 heures du matin. Et à 8 heures, toute activité est terminée. Donc 6 heures, c'est l'heure où les gens sont déjà debout et peuvent venir faire de la méditation. Alors mon premier maître spirituel, Madame Poinçon, était une Française qui s'était exilée de France. C'est une sage-femme qui travaillait dans un hôpital à Montpellier et qui avait commencé à enseigner le yoga et le zen dans son hôpital. Ce qui avait été très très mal vu en France, et elle avait été licenciée. Et c'est pour ça qu'elle était partie se réfugier à Tahiti, où on était un petit peu plus libre dans ces domaines-là. D'ailleurs, Tahiti est un endroit où il y avait beaucoup de centres spirituels, d'écoles de yoga, de centres bouddhistes, hindouistes, de différentes sectes. Il y avait par exemple la fameuse secte des extraterrestres, qui était une secte qui pensait que toutes les terres habitables que les océans allaient monter, allaient être inondés, et donc qui vivaient sur des bateaux prêts à partir sur la mer le jour où les terres habitables seraient inondées. Donc il y avait tout ce côté spirituel, et moi ça a commencé à beaucoup m'intéresser. J'ai commencé aussi à beaucoup lire des livres spirituels sur le bouddhisme, sur le taoïsme, sur le soufisme, sur des techniques de guérison, sur Gurdjieff, enfin des tas de choses. Il y avait notamment une librairie à Papeete qui vendait surtout des livres spirituels. Donc voilà, le côté spirituel a aussi été une de mes principales occupations. Alors maintenant, les activités qu'on pouvait faire à Tahiti, par exemple les activités sportives, moi je jouais au golf à cette époque, il y avait un très beau golf à Tahiti, donc j'allais 2-3 fois par semaine jouer au golf, où il y avait une très bonne ambiance. Il y avait en partie des Français et en partie des Tahitiens. Les Tahitiens sont très doués pour les sports, très doués pour le golf. Et il y avait un de mes copains tahitiens, un jeune tahitien, qui était le meilleur joueur du club et qui, chaque fois qu'il y avait des compétitions, il jouait 5 ou 6 points en dessous du par, ce qui est assez exceptionnel pour des amateurs. Et il était vraiment très très doué, c'était un plaisir de jouer avec lui. Lui, il avait juste un petit short, il était torse nu, il avait des tongs, c'est comme ça qu'il jouait. Et puis il avait un vieux sac. Après, je lui ai donné des clubs, un jeu de clubs que j'avais, mais au début, il avait une dizaine de clubs dépareillés dans un sac. Et sur le premier trou, il trempait tout son sac dans l'eau et lui, il se mettait dans l'eau aussi pour que tout soit mouillé. Et avec ça, il avait un meilleur contact avec les club que quand les choses étaient secs et où ça pouvait glisser un peu. Voilà, mais il était très brillant. Alors après, le club l'avait une fois envoyé en France pour faire les championnats de France, mais quand il est arrivé en France, on lui a obligé de s'habiller, de mettre des souliers de golf, et avec ça, il n'arrivait plus à jouer correctement. Il n'est jamais arrivé à faire de bons résultats quand il était en France, donc il a préféré revenir à Tahiti et jouer comme il en avait l'habitude. D'ailleurs, c'était une grande famille et ses 2 autres frères étaient à peu près aussi doués que lui. Voilà, donc à part le golf, un sport qui était très pratiqué, c'était le surf. Moi, j'ai jamais fait de surf. Par contre, j'ai fait du windsurf. Et puis bon, il y avait là aussi la plage, se baigner, donc l'eau était chaude. On se baignait dans les lagons, dans ces eaux turquoises. On pouvait faire du snorkeling, il y avait des jolis poissons de toutes les couleurs. Enfin voilà, ça c'était une activité intéressante. On pouvait aller faire des bateaux. J'ai une fois fait une croisière en allant de Tahiti à Bora Bora sur un grand voilier.
Et puis l'autre chose que j'aimais beaucoup, c'était aussi les excursions en montagne. Donc on pouvait soit faire l'ascension des grandes montagnes ou faire des découvertes d'une curiosité géologique qui s'appelait les lavatubes. C'était des sortes de tubes où dans les temps anciens coulait la lave des volcans. Et maintenant c'est comme des sortes de tunnels dans lesquels coulent les torrents. Et donc on peut explorer ces tunnels. C'est quelque chose d'intéressant, des bonnes destinations d'excursion. Donc voilà les principales activités de Tahiti. Bon, une chose qui est importante aussi à Tahiti sont les fêtes. Il y a très souvent des fêtes avec des danses, avec des chants, avec toutes sortes d'activités, avec des peuplades d'autres îles, d'autres archipels qui viennent à Tahiti pour fêter. Donc tout ce côté festif est très important. D'ailleurs, quand on arrive avec l'avion à Tahiti, l'aéroport de Fa'a, on est reçu par des vainés qui nous mettent des couronnes de fleurs autour du cou. Et puis aussi, si on est accueilli par nos amis, chaque ami a une couronne de fleurs. Alors on se retrouve avec des dizaines de couronnes de fleurs autour du cou. Et quand on quitte Tahiti, donc tout le monde nous met des colliers de coquillages autour du cou. Donc on se retrouve aussi avec des dizaines de colliers de coquillages. Et alors dans l'aéroport, qui est un peu à ciel ouvert, il y a de la musique. Quand on arrive, il y a des danses, il y a une ambiance. On se met tout de suite dans l'ambiance de l'endroit. Donc voilà, c'est un lieu de vie très agréable. Moi, toute la période, j'ai beaucoup aimé cette vie là-bas à Tahiti. Bon, je retournais presque tous les étés en France. Bon, Tahiti, on est loin de tout, c'est un peu un exil. Mais c'était quelque chose à cette époque de ma vie qui me convenait bien. J'avais un peu envie de m'éloigner de l'Europe. Et là, j'étais vraiment le plus loin. Il fallait à peu près 24 heures de voyage pour retourner en France en faisant une escale à Los Angeles. Et autrement, Tahiti, c'est en fait au milieu du Pacifique. C'est à 7 heures d'avion de Sydney en Australie, 7 heures d'avion de Santiago du Chili et 7 heures d'avion de Los Angeles. C'est un peu plus près de la Nouvelle-Zélande qui est à 5 heures d'avion. Donc on se retrouve au milieu, on est sur une petite île et on est vraiment isolé de tout. Il n'y a pas beaucoup de... Bon, c'est sûr qu'il y a des activités culturelles, il y a des films, mais disons on peut à un certain moment avoir un petit peu envie de changement et avoir envie peut-être de voyager ou de quitter Tahiti parce qu'on tourne un petit peu en rond toujours autour de la même île. Alors, il y a une autre chose, dans les dernières années où j'étais à Tahiti, il y a commencé à avoir des problèmes politiques, les indépendantistes commençaient à se révolter. Une fois, ils avaient envahi la ville de Papeete la nuit et mis le feu à une trentaine d'immeubles et ils ont cassé les vitrines et pillé tous les magasins. Et on se demandait si à cette époque-là, si la France n'allait pas abandonner la Polynésie. Mais je crois que ça n'a jamais été vraiment son intention. Parce qu'à l'époque, il y avait encore les essais nucléaires de Mururoa. Bon, là, on n'était pas trop en danger à Tahiti, parce que la distance entre Tahiti et Mururoa, c'est à peu près comme la distance entre Marseille et Stockholm. Donc, c'est vraiment très loin. Voilà, alors après, quand il y a eu ces émeutes, beaucoup de personnes qui vivaient à Tahiti, il a commencé à avoir une ambiance qui a changé un petit peu, sont partis, sont souvent allés, les étrangers sont souvent partis en Australie, en Nouvelle-Zélande. Moi, à cette époque-là, je lisais beaucoup de livres sur le bouddhisme et j'avais envie d'aller explorer le bouddhisme en Asie. J'avais envie de faire des retraites dans les monastères, notamment de la Thaïlande. Donc, j'avais un petit peu envie de partir. Et puis l'année 1988 a été une année où j'ai beaucoup voyagé en Asie et où j'ai pris la décision de quitter Tahiti. Et donc c'est ce que j'ai fait en 1988, j'ai quitté Tahiti pour venir m'installer en Thaïlande. Donc voilà le lieu de vie de Tahiti et à partir de maintenant, à partir de 1988, mon lieu de vie, ça a été la Thaïlande, différents lieux de Thaïlande, et c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Merci, à bientôt.